Le sous-sol de l'église était vide. Toutes les chaises étaient empilées. Toutes les tables repliées contre le mur. Le tableau blanc portait encore des chiffres. Des divisions posées, 3 exercices. L'écriture d'un enfant appuyait fort sur le marqueur, comme si la réponse avait de l'importance. Un sac à dos était posé dans le coin, près de la porte. Un porte-clés en forme d'étoile. Nan le ramassa. Elle savait déjà à qui il appartenait. Elle le tint un instant entre ses deux mains, sentant son poids, devinant à travers le tissu la présence d'un cahier à l'intérieur. Puis elle le posa sur la table pliée la plus proche et s'assit au milieu de la pièce, sur une seule chaise. 40 enfants venaient de perdre l'endroit le plus sûr de leur vie. Et la femme qui l'avait construit était assise au milieu de ce qu'il en restait. Trévon la trouva après 40 minutes de recherche. Il entra par la porte latérale et s'arrêta en voyant la salle. Puis il la vit, elle. Il resta sur le seuil sans parler, parce qu'il n'y avait rien dans sa posture qui invitait à le faire. Elle le regarda comme on regarde quelqu'un qui arrive trop tard pour empêcher quelque chose. « Ils sont tous partis, dit-elle. Il fit un pas vers elle. Elle se leva avant qu'il ne l'atteigne. « Ne fais pas ça. » Un seul mot, plat, sans colère. Quelque chose au-delà de la colère. Puis elle passa devant lui et sortit. Il resta seul dans la pièce vide, le tableau blanc derrière lui. 3 divisions posées. Personne ne les avait terminées. L'écriture d'un enfant appuyait fort sur le marqueur, comme si la réponse avait de l'importance. Personne ne les avait effacées. Il faut comprendre qui était Nancolier avant que tout cela n'arrive. Pas ce qu'elle est devenue. Ce qu'elle était déjà. 6 mois avant cette pièce vide, le sous-sol n'avait rien de silencieux. Xia Brown débattait avec une démonstration de géométrie à la 2e table. 2 garçons de 5e faisaient la course sur des tables de multiplication, l'un frappant la table à chaque victoire. Une fille nommée Priya, qui parlait à peine à l'école, posait un an des questions pendant 20 minutes après chaque séance, ne voulant jamais partir. Nan circulait parmi eux sans jamais se presser. Elle corrigeait sans humilier. Elle remarquait quand quelqu'un devenait silencieux avant même qu'il cesse d'essayer. Xia restait après chaque séance pour empiler les chaises. Elle ne demandait jamais rien. Elle restait, simplement. Un soir, alors qu'elle portait 2 chaises contre le mur, elle murmura presque, « Miss Nan, vous pensez que je pourrais vraiment entrer à l'université ?» Nan s'arrêta, se tourna vers elle, et la regarda pleinement. Pas un coup d'œil. Un vrai regard. « Je ne le pense pas, répondit-elle. Je le sais. » Xia posa les chaises contre le mur et baissa les yeux, essayant de retenir quelque chose avant que cela ne devienne trop grand. En dehors du sous-sol, la vie de Nan tenait dans un petit appartement à l'est de Birmingham. Une étagère de livres qu'elle avait lue plusieurs fois. Une Honda de 2009 avec un pare-brise fissuré qu'elle repoussait toujours à faire réparer. 3 cardigans qu'elle alternait toute la semaine. Chaque dollar disponible allait dans les fournitures du programme. Son portefeuille était mince. Une carte bancaire. Un morceau de papier plié qu'elle gardait depuis 6 ans. Elle ne le sortait jamais devant qui que ce soit. Dans son téléphone, un seul message vocal sauvegardé, écouté 11 fois. « Miss Collier, ici Laurent Stat. L'offre tient toujours. 2,3 millions de dollars. Votre méthode. Votre nom. 5 villes. Quand vous serez prête, nous ne bougerons pas. » Elle l'écoutait, verrouillait son téléphone, puis le posait face contre table. Elle ne quitterait jamais Birmingham. Elle avait pris cette décision avant d'en comprendre tout le poids. 8 mois avant cette salle vide, Trévon Hargrove était assis au dernier rang de la salle du conseil municipal de Birmingham. Son père, Douglas, lui avait demandé de venir pour être vu, pour que le nom Hargrove soit présent lors d'un vote sur les coupes budgétaires des programmes périscolaires. Il devait rester 20 minutes et partir. Puis Nan Collier monta au pupitre. Elle n'avait aucune note. Elle parla pendant 11 minutes. Chaque phrase s'appuyait sur la précédente. Elle nomma des enfants, non comme des exemples, mais comme des personnes. Marcus. Déjà. Avery. Des enfants qui s'étaient assis dans ce sous-sol chaque mardi et chaque jeudi pendant 3 ans, et qui faisaient désormais leur résidence à UAB. 3 membres du conseil changèrent leur vote avant même qu'elle ait terminé. Trévon la suivit jusqu'au parking. Sans plan. Ses pieds étaient partis avant que son cerveau n'ait donné son accord. Elle lui donna son numéro après une pause qui lui fit comprendre qu'elle n'était nullement impressionnée par le simple fait qu'il existait. 3 semaines plus tard, à table, elle lui demanda « En quoi crois-tu vraiment ?» Et pour la première fois depuis bien trop longtemps, il répondit honnêtement. Quelque chose changea entre eux. Aucun des deux ne le nomma. Le nommer l'aurait rendu plus petit. Le nom Hargrove comptait à Birmingham. Douglas avait bâti un empire dans le bâtiment pendant 40 ans. Patricia en était le visage public, photographiée dans les galas,
cité dans le Birmingham Business Journal. Le genre de femme qui organisait des déjeuners de charité avec la précision de quelqu'un qui sait que la visibilité est une monnaie. La fondation Hargrove avait donné son nom à une aile d'hôpital, financée des bourses. Leur nom apparaissait en haut de chaque liste de donateurs. Trevon parla de Nan à dîner un dimanche. Patricia posa sa fourchette avant même qu'il ait fini sa première phrase. Pas dramatiquement. Avec précision. Que fait-elle? Demanda-t-elle. Elle dirige un programme de tutorat après l'école dans le sous-sol d'une église à Ansley. Douglas leva son verre d'eau sans boire. Du bénévolat. C'est son activité à plein temps. Depuis 6 ans. L'expression de Patricia prit une forme qui, vue de loin, ressemblait à de la chaleur. Comme c'est merveilleux, dit-elle. Une servante de la communauté. Ces deux mots n'avaient rien à voir avec leur sens apparent. Trevon l'entendit. Il avait grandi en connaissant la différence. Il ne protesta pas ce soir-là. Il rentra chez lui la mâchoire serrée. Cette nuit-là, Patricia passa un appel. Sa voix au téléphone était chaleureuse, curieuse, amicale. Son visage, pendant qu'elle écoutait, racontait une toute autre histoire. Patricia agit sur 2 fronts à la fois. Le premier fut un déjeuner. Elle choisit un restaurant du Southside où Nan ne serait jamais entrée d'elle-même. Un endroit où même la police de caractère du menu semblait vous faire payer plus cher. Patricia arriva dans une voiture qui coûtait plus que le revenu annuel de Nan, et l'accueillit avec une étreinte qui dura exactement aussi longtemps qu'une étreinte entre 2 inconnus devait durer. Elle posa des questions sur le programme avec ce qui semblait être un véritable intérêt. Elle posa des questions sur les enfants avec ce qui semblait être une réelle chaleur. Elle mangea peu et écouta beaucoup. Nan répondit honnêtement. Elle n'avait rien à cacher. Et elle n'avait pas encore compris quel genre de rencontre c'était. Puis Patricia ouvrit son sac et posa un chèque plié sur la table entre elles. Nan le regarda. Elle ne le toucha pas. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un don, » répondit Patricia d'une voix agréable. « Suffisant pour faire fonctionner votre programme pendant 2 années entières sans vous soucier des fournitures ou de l'espace. » Nan regarda le chèque longuement. D'une femme qui n'a jamais mentionné mon programme avant aujourd'hui. L'expression de Patricia ne changea pas. « Prenez-le. »« Non. Pour les enfants. » Voilà. Les 4 mots. Et la lame cachée dessous. Si vous refusez cela, vous choisissez votre fierté plutôt que 40 enfants. Si vous vous détournez de ce chèque, tout ce qui arrivera ensuite sera de votre faute. Nan prit le chèque, le plia une fois, précisément, sur la pliure déjà existante, puis le fit glisser de l'autre côté de la table. Les enfants ne sont pas une monnaie d'échange. Elle prit son sac, remercia Patricia pour le déjeuner, sincèrement, sans sarcasme, parce qu'elle n'était pas faite pour jouer un rôle, puis quitta le restaurant. Patricia la regarda partir. La chaleur quitta son visage comme une lumière qu'on éteint. Le second front fut une lettre. 3 jours après ce déjeuner, le pasteur Elton Gain reçut une enveloppe portant l'entête de la fondation Hargrove. Il la lut une fois, puis une seconde, puis il la posa face contre son bureau et resta longtemps, les mains à plat sur le bois. La lettre exprimait des inquiétudes concernant la gestion financière du programme de Nan. Elle suggérait qu'un audit indépendant serait approprié compte tenu de l'utilisation des locaux de l'Église. Elle était signée Patricia Hargrove. 2 membres du conseil paroissial étaient en copie. Ce n'était pas une menace. Les menaces peuvent être ignorées. C'était un document. Officiel. Daté. Archivé. Le genre de lettre qui, dès qu'elle existe, exige une réponse, que l'on y croit ou non. Le pasteur appela Nan. Elle vint à son bureau ce soir-là. Il lui tendit la lettre sans parler. Elle lut chaque mot. Quand elle eut fini, elle la posa sur son bureau et regarda la fenêtre derrière lui. Ils l'ont signée. Non, je dois répondre au conseil. Il y a une procédure. Je sais. Pendant l'examen, il faudra probablement suspendre le programme. Le pasteur se tut. Elle le regarda droit dans les yeux. Vous me connaissez depuis 4 ans. Est-ce que vous croyez ce qu'il y a dans cette lettre? Le silence qui suivit dura assez longtemps pour devenir une réponse à lui seul. Non, dit-il enfin. Mais vous allez agir comme si c'était vrai. Il regarda la lettre. Puis elle. Puis ses mains. Nan prit son sac. D'accord, dit-elle. Puis elle partit. Le pasteur resta seul dans son bureau, avec la lettre devant lui et le poids particulier d'un homme qui venait de choisir la solution la plus facile, tout en sachant qu'elle était mauvaise. 2 jours plus tard, un membre du conseil de l'Église nommé frère Aldridge appela Nan directement. Un homme doux, dans la soixantaine. Le genre d'homme qui organisait le parking pendant les offices de Noël et réparait lui-même les fuites du sous-sol au lieu de remplir un formulaire. Elle l'avait toujours respecté. Il ne l'appela pas pour la menacer.
Il l'appela parce qu'il pensait qu'elle méritait de savoir ce qui allait se passer avant de l'apprendre autrement. Le conseil va poursuivre la procédure d'examen, lui dit-il. Sa voix avait cette qualité particulière des gens qui annoncent une nouvelle qu'ils détestent annoncer. Je veux que vous sachiez que je ne crois pas un mot de cette lettre. Pas un seul mot. Puis il ajouta doucement. Mais personne n'est prêt à se tenir publiquement à vos côtés pour l'instant. Non. Le nom Hargrove, il a du poids dans cette congrégation. Les gens ne veulent pas être du mauvais côté de ce poids. Je suis désolé. Je pensais que vous deviez le savoir. Elle le remercia. Puis elle raccrocha. Et elle resta assise un moment. Pas parce qu'elle était surprise, mais parce qu'elle avait passé 4 ans à construire quelque chose dans cette communauté. À offrir à 40 enfants un endroit où atterrir chaque mardi et chaque jeudi. Et qu'au final, le nom imprimé sur un papier à en-tête pesait plus lourd que tout cela. Elle ne pleura pas. Elle resta assise à la table de son appartement, regardant le mur, inspirant, expirant. La discipline particulière d'une femme qui avait appris qu'effondrer ne résolvait rien, écoutait tout. L'avis de suspension fut envoyé aux 40 familles un mardi matin. Temporaire, disait-il, en attendant l'examen. Le langage était prudent, institutionnel, conçu pour donner l'impression que personne n'était blessé. Le jeudi, le téléphone de Nan avait déjà reçu 11 appels. Elle répondit à 7 d'entre eux. Le 3e appel venait d'une femme nommée Darlene, dont la fille Priya, la jeune fille qui restait toujours après les cours à poser des questions, son cahier toujours ouvert, avait été acceptée dans un programme préparatoire d'été à l'UAB qui exigeait une lettre de recommandation d'un enseignant et un échantillon d'écriture. La date limite était dans 3 semaines. Priya travaillait sur sa dissertation chaque jeudi depuis un mois. Elle n'a nulle part où aller après l'école maintenant, dit Darlene à Nan. Sa voix tenait à peine, suspendue à un fil. Je travaille jusqu'à 18 heures. Ma voisine peut la surveiller, mais elle ne peut pas l'aider pour quelque chose comme ça. Je ne sais pas quoi faire. Nan nota la date limite. Elle dit qu'elle trouverait une solution. Puis elle raccrocha et resta longtemps assise à sa table de cuisine. Ensuite, le 4e appel arriva. Puis le 5e. Ce soir-là, elle rentra chez elle par un autre chemin. Elle passa devant l'école primaire de la 6e avenue. Devant l'épicerie du coin où 3 de ses élèves achetaient des chips en allant aux séances. Devant le pâté de maison où vivait Xia. Elle n'était plus qu'à 3 rues de son appartement lorsqu'elle aperçut Priya assise sur la marche la plus basse de l'entrée de l'église. Celle qui menait à la porte du sous-sol. Son cahier ouvert, son crayon à la main, travaillant seule sur sa dissertation dans le froid de novembre. Sa veste n'était pas assez chaude. Son écriture ralentissait à mesure que ses doigts s'engourdissaient. Personne ne lui avait dit que le programme était suspendu. Elle était simplement venue à 16h30 comme elle le faisait toujours, avait trouvé la porte fermée, puis s'était assise sur la marche et avait décidé de travailler malgré tout. Nan gara sa voiture, sortit et s'assit à côté d'elle sur la marche. « Laisse-moi lire ce que tu as écrit, » dit-elle. Priya tourna son cahier vers elle. Elles travaillèrent sur cette marche glacée pendant 45 minutes. Quand les doigts de Priya devinrent trop raides, Nan lui dicta ce qu'elle devrait écrire une fois rentrée chez elle et lui fit répéter chaque phrase jusqu'à ce qu'elle la mémorise. Elle raccompagna Priya chez elle, la regarda entrer, puis resta assise dans sa voiture, les mains sur le volant. Une enfant faisant ses devoirs sur une marche froide, dans le noir, parce que la pièce qui la protégeait était verrouillée et que personne n'avait pensé à la prévenir. Elle prit son téléphone, ouvrit ses contacts, fit défiler jusqu'au nom de Laurence Tate. Son nom resta affiché à l'écran pendant un long moment. 2 300 000 $. 5 villes. Sa méthode. Son nom. Un programme qui pourrait atteindre des enfants exactement comme Priya et Xia à Atlanta, à Memphis et partout ailleurs. La même chose se produisait dans des sous-sols d'églises, dans des salles communautaires, partout où une seule personne, sans financement, essayait de maintenir quelque chose à flot avec seulement les mardis et les jeudis. Elle pouvait l'appeler maintenant, dire oui. Quitter Birmingham avant que tout cela n'empire. L'offre était ouverte depuis 2 ans. Elle le serait encore demain. Son pouce resta suspendu au-dessus du numéro. Puis elle pensa à la dissertation dans le cahier de Priya, à cette phrase soulignée près du bas de la page. À Priya lui tendant son cahier sur cette marche glacée sans même avoir besoin de demander de l'aide. Elle verrouilla son téléphone, le posa face contre le siège et démarra la voiture. Le lendemain matin, elle rappela Darlene et lui dit d'envoyer Priya à son appartement tous les mardis et jeudis jusqu'à ce que la candidature soit terminée. Elle travailla avec Priya pendant 2 semaines, les mardis et jeudis froids du soir, préparant du thé chaud pour donner à ses mains quelque chose de chaud à tenir. La dissertation s'améliorait à chaque séance. La phrase soulignée que Priya essayait de construire depuis 3 semaines trouva enfin sa forme juste.
La veille de la date limite, Darlene appela. Sa voix était différente cette fois. Priya l'a envoyée. Elle est restée éveillée jusqu'à 23 heures hier soir pour tout finaliser. Merci, non. Je le pense sincèrement. 2 semaines plus tard, l'UAB envoya sa décision. Priya n'avait pas été acceptée au programme préparatoire. Darlene appela Nan pour lui annoncer la nouvelle, mais ne parvint pas à terminer sa phrase. Nan resta 20 minutes au téléphone avec elle, lui disant les seules choses vraies. Que Priya n'avait pas fini. Que ce n'était qu'une porte. Qu'il y en aurait d'autres. Tout en sachant qu'une jeune fille de 14 ans qui avait travaillé aussi dur sur une marche froide de novembre puis dans l'appartement d'une femme, le soir après l'école, méritait mieux qu'une porte qui se refermait parce que sa salle avait été verrouillée. Nan raccrocha et ne reprit pas son téléphone ce soir-là. Certains coups ne peuvent pas être récupérés. C'était la vérité permanente que la lettre signée de Patricia Hargrove avait rendue réelle. Le mercredi après-midi, Nan ouvrit le sous-sol de l'église pour la dernière fois avant le début de l'enquête et s'y assit pendant que la lumière changeait. Une par une, elle pensa à chacun des 40 enfants, non pas comme un groupe, mais individuellement. Xia Brown fut la dernière à partir ce mercredi-là. Elle était venue rendre un crayon qu'elle avait emprunté, ce qui ressemblait exactement au genre de choses que Xia faisait. Elle resta dans l'encadrement de la porte, son sac sur le dos, une main posée sur le chambranle. Elle regarda la pièce vide, les chaises empilées, les tables pliées, le tableau blanc avec les exercices de mathématiques que personne n'avait terminés. Puis elle regarda Nan. « Ma dissertation, dit-elle. Celle qui est dans mon cahier. Je l'ai laissée ici. » Nan regarda le sac à dos posé sur la table, les sangles roses, le porte-clés en forme d'étoile. « Je l'ai, dit-elle. Elle est en sécurité. » Xia hocha la tête. Elle regarda de nouveau le tableau blanc, les divisions posées, écrites avec cette pression forte qui disait combien la réponse comptait. « Vous allez réussir à réparer ça ?» demanda-t-elle. Ce n'était pas une question d'enfant. C'était une question de personne. De quelqu'un qui avait déjà envisagé la possibilité que la réponse soit non, et qui avait décidé qu'elle pouvait supporter de l'entendre. Nan la regarda. « J'y travaille. » Xia hocha encore la tête, avec un sérieux trop adulte pour son visage. Puis elle partit. Nan resta assise dans la pièce vide. Elle sortit son portefeuille de son sac. En retira la lettre pliée. Elle en connaissait chaque mot. Elle la tint entre ses 2 mains pendant un moment sans même la déplier complètement. Puis elle la replia, la remit dans son portefeuille, et appela sa mère. « Salut, ma chérie. »« Salut, maman. Ça va. » La durée d'un souffle retenu puis relâché. « Ça ira. » Elle raccrocha. Derrière elle, le tableau blanc portait encore les 3 divisions. Une écriture d'enfant appuyée fort. Personne ne les avait effacées. Trevon n'apprit pas la nouvelle par Nan. Il l'apprit par Xia Brown. Elle arriva chez les Hargrove un samedi matin. La gouvernante ouvrit la porte et commença à expliquer que la famille ne recevait pas de visiteurs. Trevon descendit les escaliers, la vit à travers la fenêtre et ouvrit lui-même la porte. Xia le regarda, puis entra. Le hall d'entrée à lui seul était plus grand que le sous-sol de l'église. « Vous êtes Trevon Hargrove. »« Oui. » Le petit ami de mademoiselle Nan. « Oui. » Votre mère a fermé son programme. Il resta complètement immobile. J'ai 42 enfants dans mon quartier qui n'ont nulle part où aller après l'école. Certains étaient à 2 mois de terminer leur dissertation pour les candidatures universitaires. Elle plongea la main dans son sac, sortit une petite carte et la lui tendit. J'ai écrit ceci pour mademoiselle Nan, mais je pensais que peut-être vous devriez le lire d'abord. Il la prit. L'argent devrait rendre les gens bienveillants, pas cruels. Lorsqu'il releva les yeux, Xia était déjà au bout de l'allée, lui tournant le dos. Trevon entra dans le salon de sa mère. Patricia lisait, les jambes croisées. Une tasse de thé sur la table à côté d'elle. Elle leva les yeux et son visage prit son expression habituelle. Il posa la carte sur son livre. Elle la lut. Son expression ne bougea pas. « Trevon, tu as signé une lettre. » Sa voix ne monta pas. « Tu as déposé une plainte officielle contre son programme. Tu as utilisé le nom de cette famille pour fermer une salle remplie d'enfants. J'ai soulevé des inquiétudes. Légitimes. Arrête. » Il tira une chaise et s'assit directement en face d'elle. Assez près pour qu'aucune distance ne puisse être utilisée comme refuge. Elle a refusé 2 300 000 $ pour rester à Birmingham. Il y a 2 ans, la National Education Equity Foundation a identifié son programme comme l'intervention la plus efficace du Sud-Est et lui a proposé un financement pour l'étendre à 5 villes. Elle a dit non parce qu'elle ne voulait pas quitter cette ville. Quelque chose changea sur le visage de Patricia. Pas son expression. Quelque chose derrière elle. « Quelle offre ?» dit-elle. « Tu ne savais pas. » Elle ne répondit pas. «
Tu as déposé une plainte contre une femme dont le travail dépasse tout ce que votre fondation n'a jamais réussi à reproduire en 40 ans. Et tu ne savais même pas ce que tu attaquais. Patricia regarda la carte sur son livre. L'écriture irrégulière. L'argent devrait rendre les gens bienveillants, pas cruels. Trévon se leva. Je veux que tu comprennes ce que tu as fait. Pas à moi. À 40 enfants qui n'ont rien choisi de tout cela. Il quitta la pièce. Et la lettre de Patricia fut publiée dans son intégralité. Et la confirmation par Laurent Stade de l'offre de 2,3 millions de dollars figurait officiellement dans l'article. Sous son propre nom. Et la citation d'Avery Webb, recueillie dans le couloir de l'hôpital UAB, alors qu'il portait encore sa tenue médicale après une garde de 12 heures, y apparaissait également. Miss Nan m'a dit que j'irais à l'université avant même que j'y croie moi-même. Je suis devenu médecin parce qu'elle n'a jamais abandonné un enfant d'Ansley. Les 40 années d'existence publique de la Fondation Hargrove étaient exposées dans l'article, placées côte à côte avec les 6 années de travail de Nan. Sans commentaire. Sans interprétation. Seulement des chiffres et des noms, à côté d'autres chiffres et d'autres noms. Birmingham réagit avant même la fin de la journée. 3 membres du conseil municipal publièrent des déclarations officielles. L'une d'entre elles, la conseillère Rita Frazier, écrivit directement sur sa page publique. La Fondation Hargrove a offert à cette ville 40 années d'occasion de prendre des photos. Nan Collier lui a offert 7 médecins, ingénieurs et universitaires. Birmingham connaît la différence. 2 contrats de construction encore actifs de Douglas Hargrove furent placés sous examen municipal officiel. Le conseil de l'Église publia un communiqué public revenant sur la procédure d'audit. Le pasteur Elton Gain lut l'article à sa table de cuisine, le matin de sa parution. Il le lut une fois. Puis il resta assis là un long moment. Ensuite, il enfila son manteau et se rendit à l'appartement de Nan. Lorsqu'elle ouvrit la porte, il resta sur le seuil, la regardant droit dans les yeux. Pas le cadre de la porte. Pas au-delà d'elle. Elle. Et il dit ce qu'il aurait dû dire des semaines plus tôt. Je connaissais la vérité. Sa voix ne chercha pas à adoucir les mots. J'ai choisi la solution la plus facile. C'était une erreur. Non. Je te demande de me pardonner. Elle le regarda un instant. Puis elle se recula légèrement. Entrez, pasteur. Douglas apporta le journal au petit-déjeuner et le posa devant Patricia sans dire un mot. Elle le lut seule. Ses yeux revenaient sur les mêmes phrases, encore et encore, comme si une partie d'elle espérait que les mots finiraient par se réorganiser. Elle s'arrêta sur le paragraphe concernant les élèves. Parmi ceux directement touchés, Xia, 14 ans, a 2 mois de terminer ses dissertations pour ses candidatures universitaires. Une jeune fille nommée Priya, dont la date limite pour sa candidature à UAB était tombée pendant la suspension. La mère de Priya avait déclaré aux journalistes. Elle n'avait nulle part où aller. Elle avait une échéance à respecter et nulle part où aller. Patricia lut cette phrase 2 fois. Puis elle arriva à la citation d'Avery Webb. Miss Nan m'a dit que j'irais à l'université avant même que j'y croie moi-même. Elle resta longtemps avec cette phrase. Cet après-midi-là, Xia frappa à la porte principale de la maison des Hargrove. Patricia arriva avant la gouvernante. À travers la vitre, elle vit Xia, sac à dos sur les épaules, debout devant une porte où elle n'avait aucune raison d'espérer être bien accueillie. Patricia ouvrit. « C'est toi qui as écrit cette carte ?»« Oui, madame. »« Entre. » Elles s'assirent dans le salon principal. Xia resta sur le canapé, son sac encore sur le dos, parce qu'elle avait 14 ans et que personne ne lui avait dit qu'elle pouvait l'enlever. Patricia posa alors la question qu'elle n'avait posée à personne depuis le début. « Qu'a-t-elle fait pour toi, précisément ?» Xia réfléchit vraiment avant de répondre. Elle restait tous les mardis et tous les jeudis même quand nous n'étions que 3 elle ne donnait jamais l'impression que nous étions quelque chose qu'elle devait caser entre 2 obligations. Elle agissait comme si nous étions la raison même de son emploi du temps. Elle nous faisait sentir que nous étions le programme. Patricia tourna les yeux vers la fenêtre. Et, presque involontairement, elle répéta. Elle nous faisait sentir que nous étions le programme. Xia l'observait. Patricia prit alors son téléphone et appela Trévon. Il répondit à la 4e sonnerie. Prudent. J'ai besoin de parler à Nan, dit Patricia. Un silence s'installa. Pas pour offrir quoi que ce soit. Pas pour négocier. J'ai besoin de lui parler. Nan ouvrit la porte de son appartement, et Patricia Hargrove se tenait de l'autre côté. Pas de bijoux. Pas de vêtements soigneusement choisis pour impressionner. Seulement une femme d'une 60aine d'années qui avait traversé Birmingham seule. Entrez, dit Nan. Elles s'assirent l'une en face de l'autre dans le salon. Patricia regarda autour d'elle. L'étagère remplie de livres. Le portefeuille mince posé sur le comptoir. Le cardigan vert accroché près de la porte. L'appartement d'une femme qui avait refusé 2,3 millions de dollars, et rien, en le regardant, ne permettait de le deviner. Patricia plongea la main dans son sac,
en sortit une feuille pliée et la posa entre elles sur la table. Une copie de la lettre qu'elle avait envoyée au conseil de l'Église. « J'ai fait cela parce que j'avais peur, » dit Patricia. Ses mains reposaient sur ses genoux. Elle ne jouait aucun rôle. « Pas peur de vous, point peur de le perdre, point c'est mon fils unique, et je... » Elle s'interrompit, puis recommença. « Ce n'est pas une excuse, point c'est une explication, point il y a une différence. » Nan regarda la lettre sur la table. « Vous l'avez signée. »« Oui. » »« Vous saviez ce que cela coûterait. »« Oui. » Aucune des deux ne bougea. Puis Nan dit. « Je porte l'enfant de votre fils. »« Je sais. Et pourtant, vous êtes venu ici. » Patricia baissa les yeux vers ses mains. Elle nous faisait sentir que nous étions le programme. Elle prononça les mots sans lever les yeux. « Une jeune fille de 14 ans m'a dit cela, et je n'ai pas réussi à l'oublier. » Cette fois, elle releva la tête. « J'ai passé 40 ans à mettre en scène la charité, point vous avez passé 6 ans à la pratiquer réellement, point c'est une différence que je ne peux pas expliquer. » Nan la regarda longtemps. Ni hostile, point ni prête à pardonner, point seulement honnête. « Je n'ai pas besoin de votre approbation, » dit-elle. Patricia inspira profondément. « Je le sais, point, mais j'aimerais que mon petit enfant connaisse sa grand-mère. » Le souffle de Nan changea légèrement. Puis elle dit simplement. « Ne gaspillez pas cette chance. » Le programme rouvrit. Pas dans le sous-sol de l'église. Dans un local rénové sur Fifth Avenue North. Un espace avec de vraies fenêtres, point assez grand pour 60 enfants. Et une pièce au fond où Nan pouvait organiser séparément les ateliers de préparation à l'université pour les plus âgés. Trevon signa le bail sans faire d'annonce. Il paya la première année avec son propre argent. Le nom de la fondation Hargrove n'apparut nulle part. Douglas l'apprit par un contact commun. Il ne dit rien. Laurent Stat appela dans la semaine où le nouveau centre ouvrit. « L'offre tient toujours, » dit-il. Point. 5 villes. Point votre nom. Point votre méthode. Je ne quitte pas Birmingham. Nous ne vous demandons pas de partir. Point nous viendrons à vous. Point nous construirons autour de ce que vous avez déjà bâti. Nan regarda à travers la fenêtre du nouveau local. Xia Brown était à l'intérieur, en train d'aligner les chaises comme Nan le lui avait appris. Précise. Point efficace. De nouveaux élèves étaient déjà assis à leur table. Leurs sacs ouverts, point leurs crayons prêts. Ils attendaient. L'une des chaises était vide. Priya s'était inscrite au nouveau programme. Mais elle n'était pas encore revenue. Darlene avait expliqué qu'il lui fallait du temps. Le refus de UAB l'avait frappée plus durement qu'elle ne l'avait imaginé. Cette chaise finirait par être occupée. Nan en était certaine. Mais, pour l'instant, elle restait vide. Et elle la voyait parfaitement depuis l'endroit où elle se tenait. « Envoyez-moi les documents, » dit-elle. L'engagement de 2,3 millions de dollars fut officialisé 6 semaines plus tard. Le programme s'étendit d'abord à Birmingham, puis à Atlanta, puis à Memphis. Chaque nouveau centre appliquait la même méthode que Nan avait bâtie dans un sous-sol d'église, sans financement, sans espace, avec seulement 40 enfants qui avaient besoin que quelqu'un reste. 3 mois après l'ouverture du nouveau centre, Priya revint. Elle entra un jeudi après-midi, un cahier sous le bras. Elle s'assit à une table. Elle ouvrit son cahier sur la dissertation qu'elle écrivait. Pas celle pour l'université UAB. Une nouvelle. Pour un autre programme. Une opportunité de recherche d'été dans une université d'Atlanta que Nan avait trouvée et envoyée à Darlene la semaine suivant la lettre de refus. Priya ne dit rien à Nan. Elle s'assit simplement et se remit au travail. Nan l'observa un instant depuis l'autre côté de la salle. Puis elle retourna à ce qu'elle faisait. Certaines conséquences de la lettre signée par Patricia Hargrove ne pourraient jamais être effacées. C'était une vérité permanente. Mais Priya était revenue. Assise à une table. Avec un crayon. Une échéance. Et quelqu'un dans la pièce qui resterait jusqu'à ce que le travail soit terminé. Le conseil municipal remit une distinction officielle au nouveau centre, un mardi matin. Un assistant municipal serra la main de Nan avant de repartir rapidement. Le bureau du maire appela. 3 chaînes locales diffusèrent des reportages. Patricia Hargrove assista à la cérémonie de réouverture. Elle s'assit au dernier rang. Elle ne se présenta à personne. Elle arriva avant le début du programme et resta jusqu'au départ du dernier enfant. Ce soir-là, Douglas lui demanda comment cela s'était passé. Elle resta silencieuse un moment, puis répondit simplement. Elle leur faisait sentir qu'ils étaient le programme. Douglas la regarda. « C'est tout ce que j'ai, » ajouta-t-elle. Le mariage fut modeste. 80 invités. Pas de presse. Les fleurs avaient été choisies par Nan elle-même chez un grossiste à Bessemer. Le pasteur Elton Gain officia. Il pleura pendant l'entrée de la mariée. Puis s'en excusa dès ses premiers mots. La salle éclata de rire de cette manière particulière qui signifie qu'elle a déjà décidé d'aimer quelqu'un.
Douglas Hargrove était assis au premier rang. Quand Trevon prit les mains de Nan et que le pasteur demanda « Acceptez-vous cette femme ?» Douglas tendit la main vers Patricia et prit la sienne. Elle la laissa faire. Pendant la réception, Trevon trouva Nan au bord du jardin. Elle regardait les lumières de la ville au-delà du mur de pierre. Il se plaça à côté d'elle. Après un moment, il désigna son portefeuille posé sur la table. « Il y a quelque chose que tu gardes dans ton portefeuille depuis 6 ans. »« Depuis 6 ans, répondit-elle. Et tu ne m'as jamais demandé. Tu me l'aurais montré quand tu serais prête. » Elle prit le portefeuille, déplia complètement la lettre, pour la première fois devant quelqu'un. Puis elle lut à voix haute. « Miss Nan, aujourd'hui, j'ai été acceptée au UAB Medical Center. Je commencerai mon internat en juillet. J'essaie d'écrire cette lettre depuis 3 semaines, mais je reviens toujours à une seule chose. Vous êtes restés tous les mardis et tous les jeudis même quand nous n'étions que moi et 2 autres enfants. Vous ne nous avez jamais fait sentir vous agissiez comme si nous étions le but. Je vais devenir médecin pas parce que j'étais assez intelligent. Parce que vous êtes restés. Avery. » Dans le petit espace où il se tenait, tout sembla s'arrêter. Elle replia la lettre, la remit dans son portefeuille. « Voilà pourquoi je ne suis pas partie. » Elle se tourna vers lui. « Birmingham. L'argent. Tout cela. Voilà pourquoi. » Il hocha doucement la tête. « Je sais, » dit-il. Leur fille naquit un jeudi matin d'avril. Patricia arriva seule à l'hôpital. Personne ne savait qu'elle venait. Elle s'assit dans la salle d'attente près de la fenêtre. Elle observa le couloir. N'appela personne. Ne demanda aucune nouvelle aux infirmières. Elle salua les membres de la famille qui arrivèrent après elle et les laissa passer devant. Quand une infirmière annonça que la famille pouvait entrer, Patricia se leva. Elle laissa d'abord passer la tante et le cousin de Trevon. Puis elle resta seule dans le couloir pendant encore 1 minute entière. Son manteau toujours sur les épaules, les mains le long du corps. Avant d'entrer, elle entra la dernière. La chambre était chaude. Trevon se tenait près de la fenêtre, tenant un café qu'il avait oublié. Nan était assise dans son lit, le bébé dans les bras. Elle paraissait épuisée, d'une fatigue particulière, celle de quelqu'un qui vient d'accomplir quelque chose d'immense et qui en est sorti intact. Patricia resta près de la porte. Nan la regarda. Patricia regarda le bébé, puis releva les yeux vers Nan. « Je suis désolée. » Sa voix ne jouait pas un rôle. Elle disait simplement la vérité. Comme on dit quelque chose qu'on porte depuis tellement longtemps que le fait de le prononcer ressemble surtout à un soulagement. « Je suis désolée, Nan. » La pièce accueillit ces mots dans le silence. Nan la regarda longuement, sans se précipiter, sans rendre les choses faciles. Patricia était venue seule. Elle avait attendu 3 heures. Elle était entrée la dernière. Et cela signifiait quelque chose. Mais cela n'effaçait pas une lettre signée, ni un programme rempli d'enfants, ni une jeune fille nommée Xia demandant « Est-ce que c'est assez bien ?» au bas d'une dissertation universitaire, sans que personne ne soit encore là pour l'aider à la terminer. Nan baissa les yeux vers sa fille. Puis elle releva les yeux vers Patricia. Et elle lui tendit le bébé. Patricia traversa la pièce. Elle prit sa petite fille à 2 mains, d'abord avec hésitation, puis avec l'assurance retrouvée de quelqu'un qui se souvient de ce que cela fait de tenir quelque chose d'aussi petit, d'aussi précieux. Elle resta là, le bébé dans ses bras, les lèvres serrées, les yeux brillants. Cela suffisait. Patricia Hargrove avait une lettre signée, un nom de famille prestigieux et 40 années de photographie prises lors de galas de charité. Nan Collier avait un sous-sol d'église, un pare-brise fissuré qu'elle n'avait jamais pris le temps de faire réparer, et une lettre d'un garçon devenu médecin qu'elle avait gardé pliée dans son portefeuille pendant 6 ans. La ville de Birmingham connaissait le nom des Hargrove. Personne n'avait entendu parler de Nan Collier, jusqu'au jour où elle devint la seule histoire que tout le monde voulait raconter. Voici la question sur laquelle cette pièce ne tombera jamais d'accord. Nan a refusé 2,3 millions de dollars. Elle est restée à Birmingham. Elle a perdu son programme, sa réputation, et presque l'homme qu'elle aimait parce qu'elle est restée. Une jeune fille nommée Xia était assise dans un sous-sol vide, demandant « Est-ce que c'est assez bien ?» sans que personne ne soit là pour lui répondre. 40 enfants ont perdu des mois qu'ils ne pourront jamais récupérer. Nan a-t-elle sauvé Birmingham en restant? Ou bien son choix de rester a-t-il forcé 40 enfants à payer le prix avec elle? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Il n'existe pas de réponse simple. Et c'est précisément cela, le véritable sujet. Et si cette histoire vous a rappelé quelqu'un qui est resté alors que partir aurait été plus facile. Quelqu'un qui s'est présenté chaque mardi et chaque jeudi, même lorsque la salle était presque vide. Envoyez-lui cette histoire ce soir. Cette personne mérite de savoir que vous l'avez remarqué.